Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22 heures à la une de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a fait une allocution à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire des Nations Unies. Et plus de 60 pays les plus riches au monde adhèrent au dispositif d'accès du vaccin contre le Covid-19, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par le début de travaux de l'Assemblée générale annuelle exceptionnellement virtuelle de l'ONU et ce pour cause de crise due à la pandémie du Covid-19. Les voix des dirigeants du monde ne résonnent pas dans le vaste complexe de New York. Le bâtiment est quasi vide, aucun dirigeant n'a fait le déplacement. Plutôt que de repousser cette grande messe diplomatique, les organisateurs ont choisi le mode virtuel avec des vidéos enregistrées. Lundi, dans son allocution d'ouverture à la 75e Assemblée générale des Nations Unies, Antonio Guterres a mis l'emphase sur la nécessité de travailler ensemble pour améliorer la gouvernance mondiale, soulignant que la souveraineté nationale est un pilier de l'ONU, mais doit aller de pair avec la coopération internationale renforcée. La biodiversité sera à l'honneur avec un sommet mondial virtuel le 30 septembre. L'égalité de sexe sera également un sujet phare avec le 25e anniversaire du programme d'action de Beijing et l'organisation avec un événement haut en couleur le 1er octobre. Enfin, l'agenda 2030 avec les objectifs de développement durable seront aussi au nom de l'agenda de cette année. Eh bien, à cette occasion, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de ce 75e anniversaire des Nations Unies, le chef de l'État a fait un discours relatant tout ce qui a été entrepris sous l'égide des Nations Unies, sans omettre de citer les nombreuses réformes qui y ont été instituées en son sein pour s'adapter perpétuellement aux changements auxquels notre monde est confronté. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous nous félicitons de l'organisation de cette session spéciale dédiée à la commémoration du 75e anniversaire des Nations Unies. Cet anniversaire est un moment symbolique de commémoration qui invite à entreprendre une œuvre de réflexion collective et poser un regard à la fois rétrospectif et prospectif. Nous réitérons notre profonde gratitude aux États qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, se sont réunis afin de fonder l'Organisation des Nations Unies, afin de trouver des solutions communes aux défis sécuritaires et économiques auxquels le monde était confronté. Il ne s'agit pas pour nous ici de dresser un inventaire exhaustif de nombreuses réalisations de notre organisation. L'architecture basée sur les règles qu'elle a contribué à instaurer et la promotion de la coopération internationale ont été déterminants dans la construction d'un monde plus sûr. L'énonciation de priorités claires et la définition d'un cadre d'action basé sur le partage de fardeaux entre les États ont permis d'avoir un impact significatif et de réaliser beaucoup des objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies. Si l'on reconnaît indubitablement les gains, il est également vrai que les Nations Unies ont toujours fait l'objet de critiques. Certaines sont subtiles et contribuent à fertiliser une pensée critique qui a permis d'identifier des pistes de réforme. D'autres sont accablantes et sont formulées sans nuance. Elles sont suffisamment connues, je ne les répéterai donc pas. Le résultat en est que les Nations Unies ont constamment été sommées de se réformer, de se réinventer, afin de continuer à garder une certaine pertinence et continuer à jouer un rôle central dans les affaires du monde. Ce dictat de l'adaptation constante n'a jamais été aussi urgent et vrai. Les assauts perpétuels que subissait l'organisation et la mise en crise
de l'essence même du multilatéralisme, ont été aggravés par la crise existentielle que pose la Covid-19 pour la communauté internationale. La pandémie du Covid-19 a affecté tous les domaines d'action des Nations Unies et a remis en cause les gains obtenus en matière de réalisation du développement durable. Elle pose avec acuité l'urgence d'un réengagement massif en faveur d'une action collective globale. Nous exprimons notre profonde gratitude au secrétaire général pour l'élaboration de la réponse globale du Covid-19 et son rôle actif de porte-parole auprès des institutions financières multilatérales pour un soutien conséquent en faveur des pays vulnérables. Notre reconnaissance va à l'endroit de l'équipe UN 75 qui a lancé la plus grande conversation du monde, une vaste consultation à l'échelle du système des Nations Unies qui a permis de collecter les contributions de tous, en particulier des jeunes qui réverbèrent les préoccupations contemporaines concernant un avenir plus juste et des solutions créatrices visant à relever les défis du présent. Dans un monde incertain aux réalités mouvantes, nous devons réaffirmer avec force notre foi dans le multilatéralisme et l'importance centrale des Nations Unies. Tirons les leçons des 75 ans d'existence de notre organisation et attachons-nous à bâtir ensemble une trajectoire qui évite les périls et nous permette d'identifier les opportunités et les potentialités qui s'offrent à nous. Ce qui importe, c'est l'avenir. Il nous faut dès à présent se mettre à le forger. Merci de votre attention. Suite au décès de feu Sultan Amfari Ali Mirah, décédé ce samedi à Addis Abeba, les condoléances affluent à la RTD. Pour commencer, le député Ali Hamed Hassan et le député Kamil Hamed Ahmed Abdo Kamil, le président du conseil régional de Bok, Mohamed Hamed Ismail, directeur général de la société Harmonica, Jilani Hassan, le chef de village d'Adailou, Dada Ali, Hamed Ali Omar, conseiller technique à la préfecture de Bok, ancien chef de cabinet à la primature, Gorah Meeke Uto, Ahmed Saïd, président du parti Fruit de Bok, Mohamed Ali Mohamed Warke, Aql général Ougourou Kiflé, présente ses condoléances au nom du parti Fruit à la famille du défunt, ainsi que Mohamed Daoud Shehem du parti PND. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Cheikh, a reçu hier le nouvel ambassadeur de la République de Philippines en République de Djibouti avec résidence en Éthiopie, M. Sulpicio Confiado. Les discussions entre le ministre et l'ambassadeur ont porté sur les voies de moyens de renforcer les relations entre les deux pays. Et le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, dans le cadre de sa visite au village de réfugiés d'Ali Adé, était accompagné il a été reçu, lui et sa délégation, par les Oukal du village d'Ali Adé. Il a effectué ce déplacement en compagnie des parlementaires de la région, des représentants du HCR, M. Sakor, du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, des autorités locales d'Ali Sabié. La délégation a reçu un accueil de plus chaleureux par une population en liesse. Des chants de danse folkloriques ont notamment été à l'honneur. La délégation s'est donc déplacée pour une visite vers un centre des épreuves du certificat High School Graduation programmé entre le 17 et le jeudi 24 dans la salle Nelson Mandela. Ces examens composés par les enfants réfugiés constituent des épreuves tangibles dans l'engagement du pays vers les populations les plus vulnérables, particulièrement les enfants des familles qui ont fui les affrontements dans leur pays et qui continuent notamment d'être en guerre.
Dans une intervention faite à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a félicité les responsables des centres d'examen ainsi que la direction et des concours. Il a souligné que les certificats High School Graduation donnent aux futurs lauréats les clés de la poursuite universitaire. Le MENFOP travaille déjà pour boucler en impliquant notamment le ministre de l'Éducation, le ministre des études supérieures dans le processus pour permettre à ces élèves de toucher du doigt leur rêve d'indépendance. Et le ministre de l'Éducation, toujours accompagné de cette délégation composée du préfet de la région, Moussa Aden Migane, du président du conseil régional, Omar Ahmed, du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, du représentant du HCR, du secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Moussa, s'est rendu dans le local de centre de formation attendant aux salles d'examen du baccalauréat. Eh bien, les sages, le Oukral ainsi que les autorités des parlementaires ont exprimé leur remerciement au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a concrétisé la promesse du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh en permettant aux enfants de réfugiés de passer le bac à Djibouti. Le ministre a rappelé que ces derniers jours, le MENFOP s'est engagé dans de nombreux chantiers de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires. Cet engagement, a-t-il dit, s'inscrit dans la politique du président d'offrir une école inclusive et de qualité à tous les enfants à Djibouti. De son côté, le représentant du HCR, M. Sakor, a rendu un hommage vibrant aux autorités publiques qui viennent d'écrire, a-t-il dit, une nouvelle page dans l'histoire de l'hospitalité légendaire de notre pays à travers cet examen du baccalauréat offert aux enfants des réfugiés. Qui s'inscrit dans la légende, Djibouti vient de franchir un grand pas en offrant l'examen de baccalauréat aux enfants réfugiés. Je demande à tout le monde d'applaudir parce qu'on vient de vivre la réalisation du promesse du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un homme de parole. Il a réalisé ce qu'il a dit, l'engagement, en 2016 au sommet de New York. Je vous remercie. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est dit heureux de participer à cet événement historique. Les épreuves du bac se poursuivent donc normalement dans de bonnes conditions et l'organisation globale de l'examen du bac se déroule de manière très satisfaisante. Excusez-moi. Vraiment très heureux et très fier d'assister vraiment à cet événement qui est, comme l'a très bien dit, un événement historique. Et cette promesse, aujourd'hui, elle se réalise. Elle se réalise et nous avons assisté au déroulement de l'épreuve du jour, à savoir bien sûr l'épreuve d'anglais qui commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui jusqu'au 24, nous avons donc les épreuves qui vont se dérouler. Et lors de notre supervision, bien sûr, en voyant que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions, les candidats se trouvent dans de bonnes conditions, la surveillance elle est également parfaite, l'organisation globale sont vraiment très satisfaisantes. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, je reste très ému. Je reste très ému parce que, comme je disais, hier, j'étais sur le Lakabé, dans la sous-préfecture de As'ela, pour la pose des pierres de la future école du Lakabé. Mais après, nous sommes venus à As'ela pour inaugurer une école préscolaire. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici en train de superviser les épreuves du baccalauréat pour les élèves réfugiés présents donc sur le sol national. Et en ce moment où je vous parle également, une construction est en finalisation, en fin de travaux, dans la région de Dora, notamment l'école de Magdoul, mais également l'école de Bouya, en passant par l'école du Gagadé. Je reste encore fier, après 20 ans, à la date bien sûr de la tenue des États généraux, de voir que le territoire national est quadrillé par nos écoles.
Je me permettrai même de dire à Mabrouk au président de la République pour sa vision, bien sûr, et sa politique éducative, une école pour tous, de qualité et inclusive. Dans l'actualité également, le colonel Waïs Amr Bougoré, commandant de la garde-côtes, accueilli hier 21 septembre dans l'enceinte de la Direction générale des gardes-côtes, Sissa Lescal, le nouveau commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le général Dupont, dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les autorités militaires du pays. Lors de leur entretien, le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïs Amr, et le commandant des FFDJ, le général Stéphane Dupont, ont affirmé ensemble leur volonté commune de développer davantage la coopération et la coordination entre les deux institutions dans le cadre de relations historiques privilégiées entre la République de Djibouti et la France. Le colonel Waïs Amr Bougoré a présenté brièvement au commandant des forces françaises stationnées à Djibouti un exposé sur les différentes missions dévolues à la garde-côte et ses différentes installations placées stratégiquement sur l'ensemble des côtes djiboutiennes. Le général Dupont a, quant à lui, apprécié l'accueil qui lui a été réservé à son arrivée à la garde-côte. Il a en outre loué le développement et les avancées majeures enregistrées en si peu de temps par la garde-côte djiboutienne, en mettant en relief la très bonne relation entre la France, et notamment les forces françaises stationnées à Djibouti et les gardes-côtes. L'entretien entre les deux responsables s'est achevé par une courte visite des moyens navals de l'institution. Et nous allons parler de Covid-19, mais cette fois à l'échelle mondiale. Plus de 60 pays riches adhèrent au dispositif d'accès au vaccin de l'OMS, alors que de nombreux pays ne disposent pas de ressources pour mettre au point leur propre vaccin. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé il y a quelques semaines le lancement en collaboration avec l'Alliance du vaccin d'un dispositif d'accès mondial du vaccin contre le Covid-19 connu sous le nom COVAX, qui veut dire donc Covid-19 Vaccine Global Access. Donc plus de 90 pays et entités revenus faibles et moyens vont rejoindre le dispositif, ainsi que 64 pays à revenus élevés, a indiqué l'OMS dans un communiqué. Ces derniers comprennent les engagements de la Commission européenne au nom de 27 membres de l'Union européenne, de la Norvège et de l'Islande. Les États-Unis, qui ont officiellement confirmé le retrait de l'OMS début juillet, ne figurent pas sur cette liste. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée.